Bonsoir et bienvenue dans cet élément de l'Université populaire. Nous avons choisi de suivre pour vous le groupe Congo Yassika, un groupe de jeunes Congolais passionnés de leur pays qui nous font découvrir les paysages merveilleux de diverses régions de la RDC. Nous suivrons Congo Yassika pour découvrir les merveilles du Congo central, pour découvrir Lubumbashi, le Katanga, en passant par le parc de la vallée de l'Antsele à Kinshasa. Congo Yassika partage souvent ses expériences inédites de tourisme made in RDC. Nous essayerons de comprendre avec eux quels sont les challenges du tourisme en RDC et à travers leur expérience, nous essayerons de proposer les pistes de solutions pour améliorer l'expérience tourisme en RDC. Ce soir, nous parlerons du tourisme et plus précisément du tourisme en RDC. Nous essaierons ensemble de comprendre quels sont les enjeux du tourisme en RDC. Que représente l'apport du tourisme dans le budget, dans l'économie d'un pays? Et particulièrement, puisque nous parlons de la RDC, posons-nous les bonnes questions sur le budget de la RDC. Comment le tourisme peut-il contribuer à la croissance économique de la RDC? En général, dans la plupart des pays du monde, le tourisme apporte jusqu'à 7% du PIB de l'économie nationale d'un pays qui a tout mis en place pour que le tourisme soit un secteur florissant. Chers amis de l'Université populaire, bonsoir. Ce soir, nous parlerons du tourisme en RDC. Ensemble, nous essaierons de comprendre quel pourrait être l'apport du tourisme dans le développement, dans la croissance de l'économie congolaise. Le tourisme, comme vous le savez, c'est l'activité de plaisance. Il y a le touriste, il y a la destination et il y a le pays qui organise l'accueil d'une manière commerciale, de sorte à rentabiliser l'opération financièrement. C'est ça le tourisme, du côté de gouvernants. Nous essayerons de comprendre pourquoi la RDC doit développer le tourisme. Ailleurs dans le monde, dans les pays qui s'y sont bien pris, le tourisme apporte jusqu'à 7% du PIB de l'économie nationale. Et ce n'est pas une formule magique. Le Rwanda l'a fait, les États-Unis d'Amérique l'a fait, la France l'a fait et plusieurs pays africains l'ont fait. Le Kenya, l'Afrique du Sud et pourquoi pas la RDC. Ce soir, nous essayerons de comprendre quelles sont les différentes formes du tourisme. Nous avons le tourisme interne, le tourisme local et bien sûr le tourisme international qui apporte un flux de devises. C'est ce tourisme-là sur lequel nous allons nous concentrer. Nous essaierons de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que le tourisme en RDC ne puisse pas connaître l'essor maximal pour qu'enfin nous puissions compter parmi les pays dont le tourisme apporte en moyenne 7% du PIB. 7% du PIB, c'est une croissance assurée. Chiffrée pour un pays comme le Kenya, c'est 680 millions de dollars par an, juste pour le tourisme. La RDC, un pays plénipotentiel, comme nous le savons tous, regorge bien de facteurs le rendant beaucoup plus séduisant que la destination Kenya. Nous ne faisons pas la comparaison entre les pays. Ce soir, nous essayerons de comprendre pourquoi ça ne marche pas en RDC, quels sont les défis à relever et surtout, quelles sont les pistes de solutions pour que le tourisme enfin puisse être ces secteurs porteurs de 7% de croissance annuelle de notre économie nationale. Chers amis, restez sur place. Bonsoir. J'ai hérité, c'est la difficulté d'avoir un visa touristique pour le Congo. Ça, c'est d'abord ce qui entoure l'homme congolais sur le plan touristique. À notre arrivée ou à l'arrivée du président Félix, c'était un problème. Et les attentes sur la démocratie, ce que j'ai trouvé, c'est l'héritage du climat après alternance. Ça compte sur le plan touristique. Là, je parle de l'homme. Sur le plan du travail, ce que j'ai trouvé, c'est une administration qui manque d'adresse.
c'est une administration mise de côté, hors leur maison. Vous êtes quinois, le ministère du Tourisme avait son secrétariat général en diagonale de l'Institut national de sécurité sociale, Oui. qui est aujourd'hui la Sur le CNS, boulevard du 30 juin. sur le boulevard du 30 juin. Oui. Déguerpi est affecté à un autre service. Non. Alors que, certes, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Le secrétariat général du tourisme aujourd'hui n'a ni bâtiment ni bureau. Ils sont dans un hôtel qu'ils louent. C'est ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, le ministère n'a pas un bâtiment à lui. C'est un fourre-tout dans un immeuble. Le tourisme, c'est d'abord une activité de plaisance. Un individu, une famille, un couple, un cercle d'amis comme nous l'avons vu avec ce groupe de jeunes gens congolais dénommés Congo Yabiso qui ont pris pour mission de faire valoir les atouts touristiques de la RDC. Ils le font en faisant du tourisme interne. Le tourisme interne, c'est quand une population, des individus internes d'un pays visitent une autre partie du pays. Nous donnons un exemple. Le groupe Congo Yabiso, ce sont des jeunes venus de Lubumbashi, de Kinshasa, de Goma, de Bukavu. Nous citons les lieux de la RDC. Et ils se décident ensemble, aujourd'hui nous visiterons Lubumbashi. Ils prennent leur avion, ils prennent leur bateau, ou comme ce sont des jet-setters, ils prennent un jet privé pour leur endroit de destination. Ça, c'est le tourisme interne. C'est quand les nationaux essayent de visiter différents sites touristiques à l'interne, dans le territoire national. Et ce tourisme interne joue un rôle non négligeable dans l'assiette touristique. Le tourisme n'est pas que la visite des étrangers. C'est aussi quand les nationaux vont visiter les autres endroits. Mais pour un pays continental comme la RDC, quitter Lubumbashi pour visiter un site à Mwanda, à l'échelle européenne, ça serait comme quitter la France pour aller en Autriche. Le Congo, c'est un grand pays, comme vous le savez. Mais que font les habitants de Mwanda eux-mêmes? N'ont-ils pas besoin de visiter d'autres recoins du Mwanda dont ils ne connaissent pas? Mwanda est grand, vous le savez. Tout la RDC, c'est tout un continent. Il y a des endroits où les locaux eux-mêmes ne savent pas, n'ont jamais visité, dont ils ont besoin de connaître. Et à l'échelle nationale, l'organisation du tourisme a aussi pour rôle, pour but, de capter ce flux-là de potentiels visiteurs locaux. Et là, nous ne parlons plus du tourisme interne. Congo Yabiso ne quitte plus Lubumbashi pour le Bas-Congo. Nous parlons maintenant des habitants du Bas-Congo qui iraient visiter la plage à Mwanda. Quelqu'un qui quitterait Matadi ou Boma pour Mwanda. Et là, nous parlons du tourisme local. Et bien sûr, là où vous nous attendez tous, le tourisme qui amène du cash, le tourisme qui amène du dollar, c'est bien sûr le tourisme international. Comment faire en sorte qu'un couple, une famille ou un groupe d'amis se décide de quitter Hambourg pour Kinshasa, pour savourer la bonne musique de Fali peut-être, ou bien pour un bon liboké à Maluku Beach, peut-être bien, ou tout simplement pour savourer la convivialité quinoise, qui est légendaire, cette hospitalité qui nous est reconnue partout dans le monde. Là, nous sommes en plein milieu du tourisme international. Donc, on récapitule. Le tourisme a plusieurs formes, 3 formes principales. Nous parlons du tourisme interne, du tourisme national et du tourisme international. Dans le tourisme interne, nous pouvons le subdiviser en 2 branches. Quand on quitte Lubumbashi pour Kinshasa, on fait du tourisme interne. Mais aussi, quand on est de Lubumbashi, on veut visiter Kasumbalesa, on est dans le tourisme interne, mais plus précisément dans le tourisme local. Le tourisme en RDC, c'est un potentiel chiffré en milliards de dollars. Mais attention, seulement si nous arrivons à mettre en place les infrastructures qu'il faut, ça veut dire les prérequis. Parce que le touriste, comme on le disait tantôt, ne quitte pas chez lui, en parlant de touristes international, il ne quitte pas chez lui le touriste pour venir en RDC et souffrir à l'aéroport,
manquer les moyens de quitter l'aéroport jusqu'à sa destination. Donc ça veut dire qu'il y a des prérequis que nous essayerons de développer un peu plus tard sur cet élément. Mais il faut savoir que le tourisme en RDC a un potentiel chiffré en milliards de dollars. Tenez, juste un seul exemple. Parmi plusieurs sites touristiques dont le RDC regorge comme potentiel, qui pourrait intéresser les visiteurs et qui intéresse déjà les visiteurs, mais dont on n'utilise pas jusqu'au niveau maximal. Parlons du parc national de Virunga. Le parc national de Virunga a une valeur économique totale évaluée à 1 milliard de dollars par année. Mais si seulement si, il y a une condition, si seulement si l'État congolais organise les infrastructures d'accueil autour du parc, ça veut dire organiser l'arrivée des visiteurs internationaux, un bon aéroport, un système de délivrance des visas rapide comme ça se fait ailleurs. Nous parlons des visas électroniques aujourd'hui. Or, actuellement, en RDC, pour avoir un visa touristique, parfois, il faut déposer son dossier et attendre 3 mois à l'ambassade congolaise de la France, des États-Unis, de la Belgique. Et c'est pénible pour les visiteurs, le potentiel touriste. Parce que très souvent, les gens prennent leurs vacances, ils n'ont que 2 ou 3 semaines pour organiser tout cela. Et si votre ambassade doit lui prendre 3 mois pour lui donner la réponse de son visa et qui coûte extrêmement cher, un des visas le plus cher au monde, c'est là va l'encontre du discours de notre ministre du Tourisme, Modero Nsimba, qui se veut un guerrier. Souvenez-vous qu'il fait partie du gouvernement de Warriors. C'est guerrier sous le leadership du Premier ministre Sama Lukonde Sama et qui ne jure que par la volonté du chef de l'État, sous le haut patronage du chef de l'État. Souvenez-vous que le chef de l'État l'année passée avait lancé une journée nationale en RDC dédiée au tourisme. Le parc national de Virunga a un potentiel chiffré en termes d'emplois directs qu'il pourrait créer, directs et indirects, de 45 000 emplois. Juste autour du parc, le nombre de Congolais qui pourront trouver un travail décent pour assumer leurs besoins quotidiens s'élève à 45 000 individus, juste pour le seul parc du Virunga. Multipliez cela à l'échelle nationale, la RDC compte plus de 7 parcs nationaux, dont 5 sont sur la liste de l'UNESCO de patrimoine mondial protégé. La RDC compte plusieurs espèces endémiques protégées et plusieurs espèces dont on ne trouve que chez nous en RDC. Vous multipliez tous ces facteurs et vous verrez quelle est la valeur totale économique du secteur touristique en RDC. Nous parlons de milliards de dollars. Tenez, par exemple, un pays comme les États-Unis d'Amérique, par année, obtient comme manne touristique de plus de 200 millions de dollars annuellement. La France, c'est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde et le pays qui utilise le mieux, le pays qui fait un bon usage, à bon escient du secteur touristique. La France obtient une manne de 710 millions de dollars par année, juste par le tourisme. Après, nous avons d'autres pays qui s'en sortent bien. Nous citerons la Thaïlande avec 65 millions de dollars par année, l'Allemagne 58 millions de dollars, l'Italie 51 millions de dollars, le Japon 49 millions de dollars, l'Australie 47 millions de dollars, la Turquie 42 millions de dollars, Macao 39 millions de dollars et bien d'autres. Les Émirats arabes unis avec 38 millions de dollars. Nous citerons les pays africains, le Kenya, le Rwanda. Ce sont des pays qui s'en sortent mieux que nous. Mais la RDC n'en est pas resté le bras croisé. Nous ne parlons pas comme si le tourisme n'existe pas en RDC. Il existe, mais nous n'utilisons pas à bon escient le potentiel. Nous ne dégageons pas la puissance cachée dans le tourisme en RDC. Ça pourrait être bien plus que l'or noir. Ça pourrait rivaliser avec le cuivre du Katanga. Il y a une volonté politique en ce moment-ci qui veut faire du tourisme un des secteurs porteurs de la croissance. Mais il nous revient à nous tous d'apporter notre petite pierre de contribution. La volonté politique est là, mais comme vous savez, ici,
À l'université populaire, nous sommes de ceux-là qui pensent que quand il s'agit de diriger un pays, quand il s'agit de prendre en charge les affaires publiques, la volonté seule ne suffit pas. La volonté, souvent, c'est ce facteur-là qui vous fait décider de faire le premier pas. Mais pour arriver jusqu'au bout du parcours, il vous en faut plus que dans la volonté dans votre jubessière. Nous parlons ici de la compétence, nous parlons ici de la vision. Et tout ceci doit se développer en synergie avec les dirigeants et les dirigés, le peuple. Nous parlons de la démocratie participative. C'est ce qui se fait de mieux ailleurs. D'autres pays de la planète ont su marquer de grands pas de géant dans le développement économique de leur pays. Nous citerons par exemple la Suisse, qui est championne du monde de la démocratie participative. Nous voulons dire ceci pour dire qu'il n'incombe pas qu'aux dirigeants de définir les priorités, de définir la politique nationale de tourisme. Nous ne voulons pas critiquer ce qui se fait, mais nous disons qu'il y a lieu de mieux faire. Le tourisme, il ne s'agit pas que de crier visite RDC, hashtag visite RDC, comme nous parlons de l'hashtag visite Rwanda. Ça fait couler beaucoup d'encre en RDC. Mais rien que ces hashtags visite Rwanda, il y a un travail de fond. C'est la partie émergée de l'iceberg que nous voulons tous convoiter. Mais la partie submergée, c'est le travail rwandais, c'est les infrastructures rwandaises, c'est la politique de l'immigration rwandaise. Rien que ces hashtags, ce n'est pas un cadeau de Paris Saint-Germain au gouvernement rwandais. C'est plus de 450 millions d'euros par année que le gouvernement rwandais investit pour ce hashtag. Pour voir Mbappé porter ces hashtags, le gouvernement de Paul Kagame investit plus de 150 millions d'euros par année. Mais d'où viennent ces 150 millions d'euros? Vous pensez qu'il les dépense juste pour la beauté de voir le nom de son pays sur les maillots de joueurs? Je ne pense pas. C'est parce que le tourisme au Rwanda, avant Covid, rapportait jusqu'à 850 millions d'euros. Faites le calcul, 850 millions d'euros de recettes, il y a de quoi en soustraire 450 pour le marketing. C'est un des principes le plus banal de marketeurs, ils le savent. Il y a d'autres entreprises qui sacrifient jusqu'à 40% de leurs bénéfices pour faire continuer la vente du produit. Et pour eux, le produit, c'est le tourisme. Nous pouvons faire le même, mais sommes-nous au niveau d'aller dépenser ces millions juste pour un hashtag visite RDC? Sommes-nous à ce stade-là? Nous doutons, nous ne pensons pas. Nous pensons qu'en RDC, nous sommes encore au stade de faire en sorte que nous ayons les bonnes infrastructures, que nous ayons les tels qu'il faut, que nous ayons une connexion Internet connectée sur le réseau sous-marin, continental et mondial pour un Internet à haut débit. Vous vous souvenez du fiasco de la fibre optique? Ça sera un autre élément, nous en parlerons une autre fois. Pour qu'il y ait tourisme, nous devons savoir qu'il faut un regroupement de 3 éléments. Nous devons aligner ces 3 étoiles. Nous devons avoir le touriste, c'est-à-dire l'individu ou un groupe d'individus qui se décident d'aller visiter un endroit. Mais qu'est-ce qui leur pousse à aller visiter l'endroit? Il faut qu'il y ait un site, il faut qu'il y ait l'endroit à visiter. Nous parlons de l'individu, nous parlons de l'endroit à visiter, c'est-à-dire le site touristique. Et enfin, le plus important de ces 3 éléments, ce sont les infrastructures d'accueil. Ça veut dire, on a beau avoir le parc national de Garamba, on a beau avoir notre défunt Papa Wemba, Luambo Makiadi, Lumumba, qui est un personnage reconnu mondialement. Lumumba a vécu en RDC. Sa maison de naissance, l'endroit où il a été fusillé, assassiné, ce sont des potentiels sites touristiques pour la mémoire d'une personne qui a marqué le monde. Nous avons le potentiel, nous avons les rivières, nous avons le fleuve Congo, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons des sites. Mais ce qui nous manque le plus, ce sont les infrastructures. C'est-à-dire, pour parler de tourisme, il faut qu'il y ait le touriste,
qui a le désir d'aller visiter. N'oublions pas que ça reste une activité de plaisance. Le touriste quitte son lieu d'habitation naturel pour venir chez vous pour le plaisir de découvrir l'histoire, l'écologie ou bien d'autres facteurs. Ce qui nous introduit à comprendre quels sont les éléments qui garantissent le succès du tourisme. Nous parlerons ici de deux types de ressources qui garantissent le succès dans l'établissement d'un programme national effectif de tourisme dans un pays. Malheureusement, nous en sommes un peu loin en RDC. Mais comme l'actuel exécutif montre une volonté d'y aller, apportons tous notre soutien à travers ces genres de réflexions pour essayer d'en dégager de la lumière. Comme ça, la RDC pourrait mettre en place, réunir un cadre réfléchi, un cadre intelligent pour fructifier le potentiel touristique en RDC. Revenons à nos deux ressources nécessaires pour un tourisme réussi. Nous parlerons d'abord de ressources primaires. Quelles sont les ressources primaires? Les ressources primaires sont ces ressources dont on n'a rien fait pour en avoir. La RDC en a plein. Un très beau climat. Une moyenne de 25 degrés Celsius par année en RDC. C'est un climat de rêve pour quelqu'un qui vient de l'Angleterre, de Londres, où il fait souvent gris. C'est un climat paradisiaque. Nous avons le climat, nous avons l'environnement naturel, nous avons l'environnement bâti. Et c'est là où ça complique un peu chez nous. L'environnement bâti, je pourrais vous donner un exemple. Vous savez, la France, c'est le pays qui accueille le plus de touristes au monde. Et très souvent, un touriste, quand il descend à Roissy-Charles de Gaulle, la première chose qu'il veut voir, vous le savez tous, cette statue-là, vous le savez, la statue pointue, la tour à Eiffel, eh bien, c'est une des ressources primaires qui fait partie de l'environnement bâti. Dieu n'a pas mis la tour à Eiffel en plein milieu de Paris. Les Français l'ont battue. Kinshasa, nous devons bâtir des ressources qui attireront le tourisme chez nous. Nous parlons de l'environnement bâti, comme la tour Eiffel, comme la statue de la liberté, comme Burj Dubaï, Burj Khalifa à Dubaï, excusez-moi. Combien de Congolais n'ont-ils pas pris l'avion jusqu'à Dubaï pour se retrouver sur le hauteur de cette tour, de cette gratte-ciel, faire les belles photos perchées sur les nuages de Dubaï? Combien de Congolais l'ont-ils pas fait? Eh bien, ça fait partie de l'environnement bâti. Nous avons ensuite les sites historiques. Nous parlions tantôt du décès de Lumumba. Lumumba a été assassiné quelque part. Il a vécu quelque part. Nous parlons en RDC du grand baobab de Stanley à Boma. Ce sont là les sites historiques. Et il y en a plein d'autres que nous pouvons mettre en valeur chez nous. Et nous parlerons ensuite de la culture indigène. Par culture indigène, nous faisons allusion à la culture locale. La RDC est immensement bénie. La RDC a une culture locale qui se multiplie par 450 ethnies. Ça veut dire en RDC à Kinshasa, où vit un melting pot de plusieurs cultures et qui a fait bourgeonner une culture quinoise que nous appelons parfois la quinoiserie. En elle-même, c'est un facteur qui pourrait faire décider quelqu'un à venir visiter la RDC. Et dans cette culture indigène, nous avons notre art culinaire tout à fait congolaise. Nous parlerons ici de croupions de dinde, en rigolant, les maboké à Maluku. Nous parlerons de bien d'autres choses. Pondwa Mosaka, nous parlerons de Kamundele, d'Entaba, nous parlerons de la belle musique de Fally Ipupa, nous parlerons de Koffi Olomide et ses danseuses, nous parlerons de bien de choses, nous parlerons de l'histoire marquée par Mobutu pendant 32 ans, le Djalelo, ça se vit encore aujourd'hui. Un chercheur, un sympathisant qui veut comprendre comment ce régime a autant duré pourrait prendre son avion et venir vivre cela de ses propres yeux à Kinshasa. Nous parlerons ensuite, finalement, pour conclure ce chapitre de ressources primaires, nous parlerons de l'écologie naturelle. Et la RDC, vous savez quoi? C'est un paradis écologique. C'est un des pays avec la plus faible densité humaine au monde. La RDC est un pays vierge.
La RDC a de forêts vierges. La RDC a de rivières vierges. La RDC, c'est un paradis de l'écologie, le savez-vous? Avec un taux d'industrialisation approchant le 0%. Nous sommes au paradis écologique. Venez découvrir la RDC. Mettons en valeur ces valeurs écologiques. Nous avons les ressources primaires pour mettre en avant l'écologie, le tourisme en RDC. Parlons maintenant de ressources secondaires. Nous disions tantôt que pour une politique touristique réussie, il faut avoir des prérequis. Et parmi ces prérequis, nous avons cité les ressources primaires. Et parlons de ressources secondaires. Quelles sont ces ressources secondaires? Il faut savoir que les ressources secondaires, ce sont des ressources qui n'ont pas été, qui ont été mises en place en ayant l'idée du tourisme en tête, qui ont été développées spécifiquement pour répondre aux besoins touristiques. Vous le savez tous. Quel est le premier facteur de ces ressources primaires qui nous vient en tête? Mais bien sûr, les hôtels. Le touriste a besoin de dormir quelque part, à moins qu'il aille faire du tourisme sous la belle lune, qui est aussi une forme de tourisme qui avance. Mais même quand on fait son tourisme sous la belle lune, la belle étoile, très souvent on descend dans un centre-ville où on dépose ses valises, on a besoin d'un hôtel, ou bien loger chez l'habitant. Aujourd'hui, il y a un phénomène mondial qui se développe, on parle de Airbnb. Plusieurs pays africains le font. Quand on cherche bien sur Airbnb, même à Kinshasa, à Lubumbashi, on peut trouver des logis. Ça reste quand même un peu cher. C'est en moyenne $60 par nuit. C'est abordable pour un touriste, mais ce ne sont pas encore de pratiques généralisées. Donc nous disions, au numéro 1 de ressources secondaires, nous avons les hôtels, nous avons les maisons d'accueil. On peut loger chez l'habitant en échange de quelque chose. Parce que rien ne s'est fait pour rien dans le monde du tourisme. Et ensuite, nous avons d'autres éléments comme les centres commerciaux. Le touriste, quand il vient, il n'emmène pas son parasol, il n'emmène pas forcément ses crèmes solaires, bien qu'il fasse très beau en RDC. Ce sont des choses qu'il devra trouver sur place pour alléger, pour lui permettre de voyager avec une petite valise. Il devra le trouver sur place. Il y a un petit boom de supermarchés dans les grandes villes de la RDC, mais qui ne s'est pas encore généralisé. Il y a encore un effort à faire là-dessus. Ensuite, nous parlerons des autres éléments tels que des cafés, des restaurants. Le touriste a besoin de manger, bien sûr. Il y a des endroits au monde, quand vous visitez ces endroits, les locaux se plaignent parce qu'ils ont perdu l'art culinaire local. Ils vous parlent de la nourriture internationale. C'est influencé par une multitude de visites des étrangers qui finissent par impacter sur le goût des locaux. Ça, c'est un des effets pervers du tourisme. Nous n'en sommes pas encore là. Nous parlons tout simplement de la disponibilité de belles tables, de bons restaurants, de bons cafés. Faisons un effort là-dessus. Et le plus important de ces ressources secondaires pour moi, c'est le transport. Nous parlons du transport qui ouvre l'espace aérien congolais aux étrangers, qui ouvre l'espace aérien congolais, des transporteurs aériens congolais aux espaces aériens étrangers. Ça veut dire, avec Congo Airways, on peut prendre son ticket Congo Airways pour Paris, Bruxelles, Kinshasa, ou prendre un avion de Air France, atterrir tranquillement à l'aéroport de Njili ou à l'aéroport de Loano, sans tracasserie, sans go pass, sans visa kilométrique qui vous prend la tête. Nous mettons tout cela dans le paquet que nous appelons le transport. Vous comprendrez qu'en RDC, nul besoin pour nous ici, faute de temps, d'aller en détail et comprendre combien il est nécessaire d'organiser le transport pour rendre effectif notre secteur touristique. Nous avons aussi des informations et services de guidage. Dites-moi, un Autrichien qui est intéressé de venir visiter le volcan Nyiragongo, où est-ce qu'il trouve les informations?
Notre ministre Modero Simba pourrait nous dire s'il existe un site mis à jour régulièrement de son ministère qui informe sur les avantages de visiter certains coins de la RDC, les facilités que son gouvernement a mises en place. Ça reste une question. Nous parlons aussi de parcs d'attractions. Le visiteur vient pour visiter quelque chose. Il faut lui donner une raison de visiter. Ce parc d'attractions peut être constitué des éléments naturels. Nous parlons du parc de Virunga, nous parlons de la Garamba, nous parlerons du fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo, mais aussi des œuvres humaines. Il y a des coins au monde qui attirent énormément un grand nombre de touristes, mais n'ayant rien à voir avec tout ce qui leur a été doté par la nature. Ils ont créé tout cela. Nous parlons de parcs à thème, Euro Disney en France. Nous parlons de villes, de cités bâties rien que sur les thèmes aquatiques. Au Portugal, en Espagne, on voyage pour aller visiter des parcs aquatiques. La République démocratique du Congo est confrontée probablement au défi le plus important du continent africain en termes d'infrastructures. Nous avons parlé des infrastructures secondaires, des ressources secondaires pour une éclosion du tourisme en RDC. Pas qu'en RDC, nous parlons ici de bonnes pratiques, nous parlons ici de choses qui ont réussi ailleurs, que nous pouvons répliquer et faire avancer un secteur aussi important comme le tourisme dans notre pays. Eh bien, sachez, la RDC, s'il faut donner de chiffres, nous parlons de 3000 km de routes praticables seulement pour un pays à l'échelle d'un continent. La RDC a organisé ses activités économiques, socio-économiques autour de 3 grands pôles. C'est quelque chose dont nous avons hérité des colonisateurs. C'était ça la politique coloniale. La RDC, tout ce qui concerne l'économie, la vie sociale à peu près moderne, se concentre sur Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Vous faites un triangle, c'est cet axe-là, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, qui fait vivre, qui fait tourner l'économie congolaise. Et les infrastructures, principalement les infrastructures de transport, les infrastructures routières, suivent à la lettre cette trace-là laissée par le colon. Et cela handicape l'éclosion du tourisme en RDC. Nous parlons seulement de 3000 km de routes praticables. Et c'est un défi énorme à résoudre pour ce pays à l'échelle continentale. Il a été chiffré par la Banque mondiale que pour que la RDC puisse rattraper le niveau des autres pays très endettés en Afrique, en voie de développement, la RDC devra investir annuellement, tenez, 5,3 milliards de dollars par année, rien qu'en infrastructure de transport. Ça veut dire nos routes, ça veut dire le voies fluviaux, le voies ferroviaires. Le gouvernement se doit d'investir 5,3 milliards de dollars par année. Et de ces 5,3 milliards de dollars, devinez, il faudra soustraire 1,1 milliard de dollars juste pour l'entretien du réseau existant. Ça veut dire nos 3000 km de route existants en conditions plus ou moins praticables nous coûterait 1,1 milliard de dollars par année juste pour leur entretien. Et en plus de cela, il faudrait rajouter 4,2 milliards de dollars pour extendre, pour développer un réseau interconnecté national. Je disais tantôt que la RDC articule son économie sur 3 villes, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Ce qui a comme conséquence, il y a de pans entiers de la RDC qui ne sont pas connectés du réseau routier national. Ça veut dire qu'il est pratiquement impossible d'aller visiter des endroits en RDC. Nous avons cité les potentiels, nos parcs, nos rivières,
nous avons cité nos animaux, nos bonobos, nous avons cité les gorilles de montagne, nous citerons des girafes, les rhinocéros, bien de belles choses, mais la logistique qu'il faut pour aller visiter ces endroits qui nous ont été donnés comme cadeau du ciel par le bon Dieu, par le Créateur, leur visite est impossible tout simplement parce qu'il manque des infrastructures. Il y a encore un fossé à combler sur ce niveau d'infrastructure pour oser parler véritablement de tourisme en RDC. Nous le disions tantôt, la volonté est là. Nous sentons en la personne du ministre Modero Nsimba une volonté à bien faire. Mais nous venons ajouter sur sa gibecière une idée quand même, une approche réfléchie, une approche cartésienne. Il ne suffit pas de vouloir. La volonté elle-même ne vous fait pas, ne fait pas galoper le cheval. La volonté ne suffit pas. Il faudrait aussi savoir comment monter sur le cheval. Il faudrait avoir une idée de la destination. Nous voulons apporter ce côté-là technique, ce côté-là de planification pour oser parler de l'éclosion du tourisme en RDC. Nous aurons besoin de routes. Aussi, il faudrait savoir qu'il y a un autre facteur non négligeable qui empêche l'éclosion du tourisme en RDC. C'est tout simplement le fait que notre pays, malheureusement, jusqu'à présent, il est classé parmi les États fragiles au monde. Nous occupons la 4e place des États fragiles au monde, juste après l'Afghanistan. Tenez bien. Quand vous suivez les informations, ne vous moquez pas trop des Afghans. Nous sommes leurs frères. C'est comme ça que les investisseurs, c'est comme ça que les touristes nous voient quand ils nous regardent. Nous occupons la 4e place mondiale des États fragiles au monde. Parmi les facteurs qui font en sorte que le tourisme puisse connaître un essor positif ou un succès, disons, en RDC et partout ailleurs dans le monde. Rappelez-vous, ici, nous parlons des bonnes pratiques. Ça veut dire ce qui a marché ailleurs, ce dont nous pouvons prendre, transposer ici, chez nous, et aussi connaître le même succès. Plusieurs pays en voie de développement, le pays du Sud, ont suivi la même démarche et ça produit des résultats. Nous citerons l'Inde, nous citerons la Chine, qui aujourd'hui est devenue la deuxième puissance économique. Mais la Chine a commencé par adopter, copier ce qui se faisait de mieux ailleurs avant de le maîtriser et en développer sous d'autres angles. La RDC, nous pouvons le faire. La RDC, il n'est pas encore trop tard pour nous. Nous parlions ici de ressources secondaires pour garantir le succès du tourisme. Nous avons cité bien de facteurs, mais il en est d'autres qui ne sont pas négligeables, comme par exemple l'accès à la téléphonie mobile de grande qualité, l'accès à Internet. Ce sont des choses qui font défaut chez nous. Aujourd'hui, le touriste, il est dans l'immédiateté. Quand il visite le chute de Lofoy, il veut tout de suite le mettre sur Instagram. Il veut parler en vidéo call, un appel vidéo avec sa famille qu'il a laissé à Massachusetts. Ce sont des choses qu'il faudrait voir, qu'il faudrait revoir. Et sans oublier un autre facteur. Le tourisme, c'est un tout. Le tourisme, ce n'est pas un secteur isolé de la vie nationale. Le tourisme est au cœur de la vie nationale, la vie sociale et économique du pays. Parce qu'il s'agit ici de s'ouvrir aux autres. Les autres viennent nous voir tels que nous sommes. Le tourisme aura du mal à évoluer en RDC tant que la RDC aura des difficultés à assurer une bonne politique énergétique pour ces autres industries connexes. Parce que nous avions parlé des hôtels, nous avons parlé des routes, nous avons parlé des aéroports. Mais comment rendre ces éléments effectifs sans la maîtrise de l'énergie? Tenez, la RDC a un potentiel de 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. De ce don de Dieu, de cette manne naturelle que nous pouvons soustraire de la puissance de notre majestueux fleuve Congo, jusque-là, la RDC n'est capable que d'en produire 2400 mégawatts. Nous parlons ici du parc hydroélectrique de la RDC, ce que Inga peut nous produire jusque-là. 2400 mégawatts
d'électricité. Mais jusque-là, malheureusement, de ces 2400 mégawatts, seuls 1000 mégawatts sont disponibles. Et de ce 1000 mégawatts, tout celui qui a visité la RDC profonde connaît la ligne Inga-Chaba. C'est la ligne haute tension qui quitte le Congo central jusqu'au Katanga. C'est la deuxième plus grande ligne de haute tension au monde. Encore un record dont nous tenons, un record potentiel. Parce que de ce 1400 mégawatts que Inga produit actuellement, plus de la moitié est destinée à l'industrie de l'extraction minière au Katanga. Ça veut dire que notre ligne de haute tension traverse des régions entières sans allumer aucune lampe. Et c'est destiné à l'industrie extractive, c'est destiné à l'exportation vers la Zambie, par exemple. Notre électricité va jusqu'aux portes de la Zambie. Et nous ne voulons pas développer le tourisme en Zambie, nous voulons développer le tourisme en RDC. Il est temps que cette ligne à haute tension puisse allumer les lampes au-dessus des terres qu'elle sillonne. Ça veut dire le Kwilu, le Kasaï, le Kisangani. Nous parlons de villes. D'ailleurs, il y a eu une crise récente à propos du manque d'électricité à Kisangani. Nous en parlerons dans un autre élément. Donc, vous comprenez ici que la maîtrise de l'énergie est une des conditions sine qua non pour que nous puissions enfin parler effectivement du tourisme en RDC. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Nous avons parlé des facteurs de ressources primaires et des ressources secondaires. Parlons maintenant des facteurs qui s'accrochent, qui peuvent aller autour de ces deux ressources pour en faire un mélange réussi. Nous avons des facteurs physiques qui comportent les éléments que nous avions cités dans les ressources primaires. Le climat, nous avons un bon climat, l'environnement naturel, l'écologie, mais nous avons aussi les facteurs humains, parce que le touriste a besoin de recevoir un accueil chaleureux. Pourquoi le tourisme ne connaît pas le plein essor actuellement en RDC? C'est une question légitime pour tout Congolais. Mais c'est aussi une question fondamentale pour celui qui veut être la personne qui définit la politique nationale touristique du pays. Nous nous adressons ici au ministre du Tourisme, M. Modero Tsimba. Pourquoi le tourisme ne marche pas en RDC? Nous pensons savoir quelques éléments, mais lui nous en dira davantage. D'ailleurs, nous lui donnons l'occasion de réagir à cet élément via le numéro qui défile en bas. C'est un numéro WhatsApp. Nous invitons le ministre à réagir, de nous envoyer sa réaction par message vocal que nous pourrons diffuser au prochain élément. Mais aussi vous, qui êtes chez vous, ces numéros vous est destiné. Envoyez-nous de messages vocaux de maximum 1 minute 30. Présentez-vous, réagissez à cet élément et nous le diffuserons au prochain élément. C'est comme ça que nous ferons de l'université populaire une place d'échange. Nous voulons que ça soit interactif, que chaque Congolais y vienne pour réfléchir. Nous ne sommes pas ici que pour critiquer, nous sommes ici pour pointer du doigt là où ça ne marche pas et en proposer des solutions. Donc nous disions, nous pensons savoir pourquoi le tourisme ne marche pas en RDC. En premier lieu, il faudrait savoir que la RDC est classée parmi les États fragiles au monde. Nous avons parlé ici, tantôt nous le disions, nous sommes juste après l'Afghanistan, 4e au monde. La RDC, c'est aussi un problème de sécurité. Le touriste ne vient pas risquer sa vie chez nous. Ailleurs, pendant que nous festoyons, pendant que nous sommes dans des cérémonies en costume bleu, cortège, gyrophare, pendant que nous sommes dans les concerts, pendant que nous sommes dans les réjouissements, eh bien, tenez, à l'extérieur de la RDC, on nous considère comme une zone à risque. Le facteur de sécurité compte encore pour beaucoup.
à faire de la RDC une destination non attractive. Pourquoi la RDC n'attire pas autant? Parce qu'on pense que chez nous, et c'est vrai, la sécurité n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Nous sommes classés 13e au monde parmi les pays avec un risque élevé de sécurité. C'est pas quelque chose qui attire le touriste. C'est pas reluisant pour l'image du pays. Il y a des efforts à faire et il y a aussi l'indice de grief collectif. La RDC a une note de 9,40 de 0 à 10 où 0 c'est la meilleure note et 10 c'est la plus mauvaise. La RDC a 9,40 sur l'indice de grief collectif. C'est quoi l'indice de grief collectif? C'est quand le Mukongo n'aime pas les Mungala. C'est quand le Mushi n'aime pas les... Comment on les appelle encore les Bassongé. C'est quand... Un bel exemple pour comprendre cela, allez à l'est de la RDC. On s'entretue, on se bat encore pour des raisons tribales. Et c'est bien malheureux. Ça classe notre pays à la 13e, à 13e place au monde pour l'indice de grief collectif. Nous avons bien d'autres indices. La liste est longue, mais rajoutons-en 2 et puis on en arrête là. L'indice de service public. Nous avons parlé ici de ressources secondaires. Ces ressources secondaires demandent un investissement. Nous avons parlé d'un investissement de 5,3 milliards de dollars par année que l'État congolais devrait consentir pour créer un réseau national de transport. Ça demande un investissement. Eh bien, tenez, la RDC, sur une note de 0 à 10, où 0, c'est la plus mauvaise note, la moins bonne, la bonne note, et 10, la moins bonne note, la RDC pour l'indice de service public fait 9,80. Juste après le Tchad et la Somalie. Tenez bien. Tchad, Somalie, RDC. Indice de service public. Qu'est-ce que l'indice de service public compte? Ce sont les routes, ce sont les aéroports, l'électricité, la fourniture en eau. Ce sont des éléments qui on calcule comment le pouvoir public investit pour rendre effectif, pour mettre à la disposition de la population ce qui fait matériellement qu'un État puisse être appelé État. Les routes, les aéroports, les hôpitaux, la fourniture en eau, en électricité. Et nous avons promis de nous arrêter à 2 indices. Eh ben, le dernier, ça serait l'indice de droits de l'homme et de l'état de droit. La RDC fait 9,20. Ça veut dire la 9e plus mauvaise élève au monde sur l'indice de l'état de droit et de droits de l'homme. Nous allons conclure là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi l'Université populaire. Nous avons parlé du tourisme. Nous avons proposé des pistes de solutions. Nous avons relevé le point sombre du tourisme en RDC. C'est à vous maintenant. Réagissez sur le numéro qui s'affiche. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne Université populaire. Likez, partagez et à la prochaine. Merci, au revoir.